Bonjour, compte rendu de jeu de rôle aujourd'hui avec la troisième séance de The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Donc vous trouverez facilement les précédentes séances sur le blog ou sur la chaîne. À ce stade, presque tout provient de la campagne Stone Cold Dead. Tous les joueurs étaient présents qui incarnaient Béatrice Trixie Myers, la Huckster, Danny la Chope, le bagarreur, Nicolas D. Wolfhound alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero, Rafaela Venegas de la Torre ou Rafi, l'élu, et enfin Warren D. Weddington, dit Doc Ock, le savant fou. Le shérif Russell Dwent doit discuter avec le maire de Crimson Bay, Gamblin Joe Wallace, afin de décider de l'action contre les cousins Sannington, que les PJ ont identifiés comme étant des voleurs de bétail et des assassins cannibales. D'ici là, pas d'initiative personnelle, il les recontactera. Les personnages ont quartier libre, mais Warren n'a pas vraiment envie de faire de folie. Il retourne à Washington et travaille sur ses plans dans sa chambre. Nicolas et Rafaela, quant à eux, se rendent à l'église du père Denis O'Hara, mais il est relativement tard. L'église est ouverte, elle l'est toujours, mais le pasteur n'est pas là. Sans doute est-il allé boire un verre. Les rues sont calmes aux alentours. Tous deux rentrent cependant dans l'église et Rafi va s'asseoir sur un des bancs pour prier. Ils ne sont pas seuls toutefois. Un homme, petit et gros, est assis. Sans doute prie-t-il, à moins qu'il ne soit simplement perdu dans ses pensées. Sa mise éloquente ne laisse guère de doute quant à sa profession, c'est le croque-mort de Crimson Bay. Nicolas, curieux des ouailles du père O'Hara, s'installe sur un banc dans le fond de l'église et garde un œil sur les fidèles. Au bout de quelques minutes, ce dernier se lève, s'étend un peu, cela fait peut-être quelque temps qu'il est ici, et se dirige vers la sortie sans prêter attention à Rafi et Nicolas. Ce dernier l'interpelle toutefois. Il cherche le père O'Hara. Le croque-mort, intrigué par la robe de prêtre, dit qu'il est sans doute en train de boire un verre quelque part. Il n'en sait pas plus. Nicolas essaye de converser, mais sans être désagréable, son interlocuteur ne se montre pas très bavard. Il quitte l'église et Nicolas le suit discrètement. Le croque-mort retourne vers un grand bâtiment qui abrite à la fois son entreprise de pompes funèbres et le cabinet, en fait une clinique, du docteur Lightgo. Mais c'est bien la porte de ce dernier qu'il franchit, non celle de son entreprise. Nicolas retourne à l'église, où Rafi prie. Quelque temps plus tard, ils s'en retournent ensemble au Washington. Danny emmène Béatrice au Paradise, un bordel, le milieu de gamme à Crimson Bay. Le bagarreur s'y est déjà rendu plusieurs fois et sait qu'il y en a là-bas pour tous les goûts. Des gens s'y rendent simplement pour boire un verre et jouer aux cartes, même si c'est un comportement un peu secondaire. Un préalable toutefois apprécié de certains clients avec lesquels les filles jouent aux hôtesses avant de les conduire dans une chambre pour une passe. La clientèle comme les employés jettent un œil interloqué à Béatrice quand elle franchit le seuil, mais elle n'en tient pas compte. Après avoir bu un verre, Danny s'offre une passe, tandis que Trixie reste au rez-de-chaussée, approchant une table où des clients jouent au poker, dans l'espoir qu'une place se libère. Mais ce n'est pas du tout la même ambiance que Red Bear la veille. Par ailleurs, les joueurs se demandent visiblement si Béatrice est une nouvelle employée. D'abord rétifs à la conversation, ils deviennent rapidement plus conviviaux et échangent des potins, sur le grand tournoi de poker par exemple. On annonce de véritables stars. André de Fonteville, Sam Royal Bernstein, Ace Plinkett. Béatrice n'a jamais entendu ces noms, mais ce sont visiblement des joueurs très connus de la côte ouest. Les clients en tout cas sont enthousiastes. Ça sera bon pour Wallace, ça sera bon pour la ville. C'est un secret de polichinelle. Avec le cessez-le-feu, l'usine de munitions est en difficulté. Il faut trouver d'autres sources de revenus. Le tournoi est une opération promotionnelle, mais le maire réfléchit à d'autres choses, comme de relier Crimson Bay au réseau ferré de la Iron Dragon. Béatrice se crispe un peu. Les joueurs n'y prennent pas garde. Ils n'aiment pas vraiment Kang, c'est un Shintok, hein, mais bon, c'est lui qui a le pognon, alors. Danny redescend, satisfait. Il se demande si ça ne serait pas bien pour Warren de faire un saut ici avec une fille gentille. Béatrice et le bagarreur retournent au Washington. Le lendemain matin, les PJ descendent à leur rythme dans la salle de restaurant du Washington pour y prendre un copieux petit déjeuner. Les clients semblent les regarder un peu bizarrement. Il y a une raison évidente à cela. Ils ont lu l'édition spéciale du Crimson Post parue quelques heures plus tôt. Danny ne sait pas lire, mais il remarque tout de même la photographie prise par Josh Newcomb quand il était entré dans leur restaurant la veille. Toutefois, elle a été coupée. Nicolas n'y figure pas et Béatrice à moitié seulement. Le bagarreur est un peu déçu que la photo martiale que Newcomb avait prise de lui ne figure pas à la une. À la place, il y a un dessin assez bien fait représentant un colossal loup-garou. Rafi lit la une. Crimson Bay sauvé des griffes du loup-garou, à haute voix pour que Danny en profite. De notre envoyé spécial Josh Newcomb. Crimson Bay peut dormir tranquille. Sous la houlette de notre bien-aimé maire Mr. Wallace et du bras armé de la loi, le shérif Russell Dwent,
de nouveaux venus en ville, désireux de témoigner de leur volonté de s'intégrer au plus tôt dans notre vibrante communauté, ont épargné à celle-ci un bien terrible sort en allant chasser jusqu'au plus profond de sa tanière le redoutable loup-garou de la ferme Sannington, responsable du massacre horrible d'une trentaine de têtes de bétail. Ainsi que l'aimable propriétaire du ranch, Mr. Lawrence Robert Richard Sannington, nous l'a confié, le pire était à deux doigts de se produire. Le loup-garou, hirsute et sauvage, aux griffes acérées, était sur le point d'éviscérer ma pauvre petite Irma, nonobstant l'intervention musclée de ces 4 étrangers habiles aussi coups. Me concernant, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'authentiques héros, les dignes héritiers des chevaliers de la table ronde, et leur détermination sans faille leur a permis d'emporter la partie contre une adversité des plus conséquentes. Le combat épique aurait pu très mal tourner. La bête féroce, les crocs ruisselants d'une bave enragée, dominait de ses 2,30 m les fiers défenseurs de la paix publique. Enchaînant les moulinets de ses griffes de 40 cm de long, le démon n'aurait pas manqué d'expédier Miss Elizabeth Myers dans un autre monde. Nous n'avons aucune garantie qu'il se serait agi du paradis, la demoiselle étant des plus délurées. N'étaient les habiles parades du chef de notre petite bande de héros, Mr. Daniel Cody, colosse à l'agilité de danseuse étoile. Armé de son seul sabre, hérité de son père, un des plus admirés et redoutés des colonels de cavalerie de l'Union, cet Hercule des temps modernes a enfin décapité le monstre d'un coup de taille bien placé. La tête velue, nous a-t-on dit de source sûre, a volé sur 30 mètres suite à ce coup magistral. Notre héros est des plus humbles, guère porté à s'enorgueillir de sa maîtrise parfaite de l'art de la guerre, mais ses actes parlent pour lui. Il nous faut aussi mentionner la bravoure des fidèles amis de Mr. Cody, dont le soutien moral, nous n'en doutons pas, a été déterminant face à pareille abomination, tout droit jaillie des fosses putrides du 5e cercle de l'enfer. Si Miss Myers n'était guère en posture d'user, à son habitude, de ses charmes pour amadouer son adversaire, saluons la bravoure de Mr. Raphaël Delaporte, le petit pousset de Crimson Bay, ainsi que de Mr. Warren B. Woodentown, diplômé de la prestigieuse université Brown de Providence, ainsi que de Harvard, Oxford et la Sorbonne, Paris, France. Un des plus notables représentants de la nouvelle science, développée depuis la découverte des propriétés fascinantes de la roche fantôme, et dont on m'a dit qu'il avait travaillé aux côtés du professeur Darius Elstrom en personne. Ces érudites indications concernant l'écologie des loups-garous ont été d'une aide précieuse quand il s'est agi pour Mr. Cody d'expédier le monstre de Crimson Bay ad patres. Ajoutons qu'en récompense de leur haut fait, Mr. Cody et, attention charmante, le petit Raphaël Delaporte ont tous deux été aussitôt promus au rang d'adjoint du shérif. Nos sources nous confirment que Mr. Russell Drent ne tarit pas d'éloges sur ses nouveaux officiers. Citoyens de Crimson Bay, félicitons tous Mr. Cody et ses compagnons. À n'en pas douter, c'est Dieu qui les a envoyés à Crimson Bay pour défendre la paix publique et l'économie locale. À la veille du grand tournoi de poker qui ne manquera pas de propulser notre communauté au rang des plus actives métropoles de l'Union, il est heureux de constater que la loi et l'ordre règnent à Crimson Bay. Vous pouvez dormir tranquille, le terrible loup-garou est d'ores et déjà une histoire ancienne. De notre envoyé spécial, Josh Newcomb. Mais l'œil de Nicolas s'est attiré par un autre article, plus bref, intitulé « Un faux prêtre en ville ?» de notre envoyé spécial, Josh Newcomb. Nous vivons une bien triste époque, où le loup se déguise plus qu'à son tour en agneau. Même à Crimson Bay, la turpitude des serviteurs du mal peut frapper soudain comme un voleur dans la nuit. Non sans un curieux sens de l'ironie, des fois le loup affiche de lui-même son origine démoniaque jusque dans son patronyme. Pareils sbires de Satan sont prompts à menacer les honnêtes gens pour les faire taire. Mais quand a-t-on vu semblable pression empêcher le Crimson Post de remplir sa vitale mission d'information ? Non, Mr. Wolfhouse, vous ne nous ôterez pas la liberté de la presse, le bien le plus précieux de l'Union. Ce curieux individu au passé trouble est arrivé il y a peu en ville, dans un costume élimé sans doute dérobé à quelques bienveillants et débonnaires pasteurs des États situés de l'autre côté des montagnes. Il ne passe certes pas inaperçu, la morgue des pirates. Le sinistre personnage traîne derrière lui une grande croix, comportement blasphématoire qui devrait appeler à la plus sévère des sanctions. Car, nous le savons de source sûre, cet homme-là, si c'est un homme, n'a absolument rien du bon prêtre qu'il prétend être. Notre enquête diligente nous l'a bientôt confirmé. Le bon père Denis O'Hara fait part de son inquiétude quant au tort que cet homme, qui cite la Bible fort approximativement, pourrait infliger à ses ouailles, nous autres honnêtes citoyens de Crimson Bay. Les élucubrations hérétiques de cet imposteur à la mise noire comme la nuit, divagant sur une prétendue tornade rouge, sans doute née de ses délires éthyliques, en d'autres temps auraient à elles seules justifié son arrestation et son interrogatoire, et à terme la sanction appropriée. Les autorités n'ont pas encore cru bon de s'emparer du malandrin, soit, mais faudra-t-il donc attendre un drame pour débarrasser la bonne ville de Crimson Bay de Klaus le loup ?
Nous enjoignons le bureau du shérif à prendre au sérieux la menace constituée par cet individu violent et pervers, qui n'hésite pas à malmener nos concitoyens dans les ruelles mêmes de cette ville vouée au Seigneur, qu'il insulte à chacune de ses respirations. De notre envoyé spécial, Josh Newcomb. Les points de Nicolas ont eu tendance à froisser la feuille de chou à mesure qu'il progressait dans l'article, et ça n'a pas échappé à certains clients qui font profil bas. Danny n'a pas tout compris à l'article qui fait son éloge, mais il est plutôt content finalement. Dommage pour la photo, mais il accroche son étoile d'adjoint sur sa poitrine, la remplit de fierté, et fête ça avec une bière. Il s'attable pour petit déjeuner et la petite tension initiale s'efface progressivement. Quelque temps plus tard, un homme pénètre dans la salle de restaurant du Washington. C'est Shane Atherton, un des adjoints du shérif Russell Drent. Il dit aux nouveaux adjoints de se rappliquer, et les assistants officieux feront ce qu'ils veulent. Tous décident de venir, sauf Warren, qui préfère se rendre à l'usine de munitions dans l'espoir d'y retrouver Wallace et de discuter avec ses ingénieurs. Atherton marche d'un bon pas et conduit les PJ au bureau du shérif, où Drent les attend en compagnie de l'adjoint Glenn Cabot. Ils font dégager les adjoints anonymes qui s'affairaient dans l'arrière-salle. Une fois seul, Drent prend la parole. Il n'a pas été difficile de convaincre Wallace. Il faut se débarrasser des Sannington. Le maire pense confier la gestion de leur ranch à 3 de ses employés. L'économie de Crimson Bay ne sera pas affectée. Les cousins sont hors concours. Si on peut les arrêter, très bien. Si on doit les buter, c'est pas un problème. Drent dévisage tous les PJ, l'un après l'autre. Il s'attarde sur Nicolas, qui aurait bousculé Newcomb. Tant qu'il ne fout pas le bordel en ville, le shérif n'en aura pas après lui. Comme tous savent ce qu'il en est des cousins, ils peuvent tous se joindre à eux pour l'expédition au ranch. Ils y iront avec leurs chevaux, le bureau peut en prêter à ceux qui n'en ont pas. Mais Rafi dit à Drent qu'elle va d'abord tâcher d'intercepter Warren sur le chemin de l'usine. Il pourrait leur être d'une aide précieuse. Le type avec son harnais bizarre dans le dos? Possible. Même si à vrai dire il inquiète le shérif davantage qu'un faux prêtre. Mais Drent ne les attendra pas qu'il les rejoigne en chemin. Rafi se dépêche, le savant fou n'a pas encore atteint l'usine, située à un bon kilomètre ou deux au nord de Crimson Bay. Warren est indécis, il aimerait bien aller à l'usine. Mais si Rafi pense que ça serait mieux pour tout le monde... Ils montent difficilement en croupe et tous deux reprennent la direction du ranch des Sannington, rattrapant les autres avant de parvenir à l'embranchement entre la grande route et la ferme. Tous avancent prudemment et font même une pause à l'embranchement pour que Drent, avec une lunette, jette un œil aux environs. Pas de mouvement dans la ferme, mais la charrette des cousins Sannington est là, dételée. Le bétail doit être plus loin au sud. Bon, il faut y aller. Qu'ils préparent leurs armes au cas où. Ils avancent lentement, guettant le moindre mouvement, mais Nicolas, toujours particulièrement aux aguets, croit avoir aperçu brièvement un reflet, non pas dans la ferme, mais dans un bosquet au nord-est. Il le signale aux autres. Atherton est sceptique, il ne voit rien, mais Drent l'a entendu. Les cousins sont probablement au courant de leur visite. Sans doute ils sont stupides, mais peut-être pas à ce point. Le shérif dit à Glenn Cabot de se rendre dans le bosquet avec Danny et Nicolas. Les autres continuent lentement vers la ferme. Dans le bosquet, tout est calme. Mais Nicolas perçoit enfin un mouvement, le canon d'une Winchester. Il s'empare de ses armes fétiches, le père et le fils. Les 3 cousins sont là. Nicolas hurle pour prévenir les autres. Danny s'accroupit pour progresser inaperçu, Cabot de même, mais les Sannington les ont repérés. Les autres à la ferme ont entendu le cri de Nicolas. Béatrice fonce d'elle-même en direction du bosquet, en cherchant à le contourner par l'ouest. Mais Drent fait de même, très vite, et fait signe à Atherton. Rafi et Warren ne peuvent pas y aller aussi rapidement, mais se lancent également dans cette direction. Cabot n'a pas de chance au tir, mais Nicolas a davantage de réussite et abat Larry Sannington d'une balle en pleine tête. Quant à Danny, il s'est précipité sur Chuck Sannington et lui a écrasé son gourdin sur le crâne, le défonçant à moitié. Le fermier n'est pas mort, mais clairement hors de combat. Ne reste donc plus que Bob Sannington, qui a assisté au sort de ses cousins et qui entend se venger contre Nicolas, mais sa balle se contente de frôler le faux prêtre. Les autres progressent, Béatrice en tête. Cabot fait un détour dans les fourrés pour prendre Bob à revers, tandis que Nicolas lui hurle de se rendre, mais elle lui tire en même temps dessus. Il atteint le dernier des cousins à la main, le contraignant à lâcher sa Winchester. Danny se contente de se planquer en tirant le corps inconscient de Chuck. Béatrice pénètre dans le bosquet par l'ouest. Elle repère Nicolas, mais pas Bob. Cabot cherche à abattre ce dernier, mais le rate de peu. Pour autant, le dernier cousin, la main en sang, ne parvient pas à ramasser son fusil. La douleur est trop cuisante. Nicolas avance dans sa direction en se protégeant derrière sa croix. Christina, Rafi et Warren entrent dans le bosquet, par le sud. Béatrice érafle Bob d'une balle. Il ne constitue plus vraiment une menace. Drent les rejoint, Danny lui amenant Chuck inconscient, tandis que Béatrice s'assure que Larry est bien mort, mais il n'y a rien à dérober dans ses poches. Nicolas braque Bob attendant les instructions du shérif. Drent s'approche lentement, fait un signe de tête à Cabot, et ce dernier explose la tête de Bob d'un coup de carabine.
Il précise que Chuck est toujours en vie. Drent se tourne vers Danny. On va s'épargner un procès, hein. Inutile d'en dire davantage, Danny défonce la tête de sa victime inconsciente à coups de gourdin. Les corps? Un cadeau pour les expériences du Dr. Lightgo, une allusion que ne manque pas de relever Warren. Chargez-les dans leur charrette. Shayna Thornton s'occupe de la rapprocher du bosquet. Drent va tout de même jeter un œil à la ferme. Il inspecte la cave sans être le moins du monde affecté par le sinistre tableau. Il fait rassembler par cabotte les éléments permettant d'identifier les victimes des cousins Sannington, dont il faudra confier les corps ou ce qu'il en reste au croque-mort John Brims et au père O'Hara, qu'ils aient une bonne sépulture chrétienne. Mais, ainsi que Raffi l'a remarqué, ce n'était probablement pas là la première de ses préoccupations. Raffi est visiblement gênée par la scène à laquelle elle a assisté, surtout de la part de Danny, et Drent s'en rend compte. Les Sannington étaient des êtres foncièrement mauvais, mais la froideur de cette exécution sommaire ne lui plaît pas. Elle songe à rendre son étoile d'adjoint. Warren perçoit bien son trouble et essaye d'en discuter avec elle en privé. La Vierge de Guadeloupe ne l'a certainement pas envoyée ici pour en faire ce genre de choses. Mais Warren avance que son étoile d'adjoint pourrait lui faciliter la tâche pour obtenir une véritable justice à Crimson Bay. Il est temps d'entrer en ville. Atherton jette une pièce aux pieds de Danny. Qu'il aille fêter sa promotion, le nouveau. Béatrice et Nicolas, en même temps, apprécieraient visiblement une modeste ou moins modeste récompense. Drent ne fait pas de difficulté, mais les enjoint au silence, de même pour son jeune adjoint Raphaël. Warren a noté le nom du docteur Lightgo et que ce médecin fait des recherches. Il voit donc en lui un de ses semblables et compte bien le rencontrer pour échanger entre gentlemen érudits. Et pourquoi pas dans la foulée créer un cercle des intellectuels de Crimson Bay. Il arrange un rendez-vous pour la soirée au Washington. Nicolas confie ses 5 $ à Béatrice, si elle peut les faire fructifier lors du tournoi. Il faut d'ailleurs qu'elle s'inscrive. Aussi se rend-elle au Gold Digger pour s'acquitter de sa cotisation de 25 $. Mais une fois Drent revenu en ville, elle retourne au bureau du shérif pour une affaire privée. Atherton ne pige rien, mais Drent comprend très bien et confie une tâche inutile à son adjoint. Il est maintenant seul avec Béatrice. C'est à propos de Josh Newcomb qui semble ennuyer le shérif comme le maire. Elle suggère qu'elle pourrait aller le voir et le mener en bateau en ce qui concerne les Sannington. Mais Drent n'a pas confiance en elle. Et si ces canulars conduisent à des difficultés en ville, elle entendra parler de lui. Béatrice insiste. Et le shérif lui fait clairement entendre qu'il a du travail et qu'il fait beaucoup d'efforts, présentement, pour ne pas la faire dégager. Béatrice doit se retirer. Elle se demande si Drent ne serait pas un huckster. Mais l'idée de taquiner le journaliste demeure. Peut-être ferait-il voir ça avec Nicolas, mais sans en parler aux autres. Le docteur Richard Lightgo rejoint Warren à Washington à l'heure dite, mais il n'est pas seul. John Brims l'accompagne, ce qui jette un froid dans l'assistance. Le croque-mort ne lâche pas un mot, mais la conversation entre le savant fou et le médecin, un homme bon, cela se sent, et qui ne prend pas ses patients de haut, mais bien au contraire, les traite avec le plus grand respect, leur expliquant les soins qu'il leur prodigue. Cette conversation donc est vite enjouée et pointue. Chacun excelle dans un domaine que l'autre ne maîtrise pas vraiment. Mais ils se rejoignent sur l'éventualité d'un travail en commun. Le docteur Lightgo est avant tout un chirurgien. Ses recherches portent essentiellement sur les amputations et les prothèses. Or, Warren pourrait peut-être l'aider concernant ces dernières. Le docteur va en parler à Gamlin Joe Wallace, qui a financé sa clinique, et ne refusera probablement pas d'investir dans les travaux prometteurs qui s'annoncent pour aménager un atelier dans le bâtiment. Par contre, Lightgo a l'air assez méfiant en ce qui concerne la roche fantôme et la nouvelle science. Mais ses projets avec le savant fou sont très enthousiasmants. Et cette idée de réunion entre intellectuels, pourquoi pas? Il n'y en a pas tant que cela en ville. Mais Lightgo fait clairement entendre qu'il tient à ce que son ami John Brims soit invité. Même s'il n'est guère bavard, il y a sa place. Une semaine s'écoule. Warren travaille d'arrache-pied sur ses plans et apprécie ses autres réunions avec le docteur Richard Lightgo et son ami John Brims. Il assiste même à une autopsie, celle d'un des cousins Sannington. Béatrice, pendant ce temps, fait méthodiquement le tour des endroits où l'on peut jouer aux cartes dans Crimson Bay. Avec Danny, elle va aussi se renseigner sur les activités de Chinatown, ce qui n'a rien d'évident. Presque personne ne semble parler anglais là-bas. Et notamment le bordel appelé White Tiger. Là-bas, le tableau est pour le moins sinistre. Pour nos deux héros qui ont grandi dans une maison close, il ne fait guère de doute que l'entreprise de Mr. Chou est de la pire espèce. Une véritable usine où les filles font de l'abattage, camées jusqu'à l'os pour supporter tant bien que mal leur misère, qui ne dure de toute façon pas éternellement. Ce n'est pas un endroit où l'on fait de vieux os. Le tournoi de poker approche. La ville attire de plus en plus de joueurs et de simples curieux. Les plus grandes stars ne sont pas encore là. Toute l'équipe du shérif Drent est sur le pied de guerre. Il y a beaucoup de travail. Danny et Rafaela se voient régulièrement confier des tâches, même si rien d'aussi dangereux que l'affaire des cousins Sannington. Danny a maintes fois l'occasion de constater combien l'étoile qu'il porte à sa chemise influe sur le comportement des citoyens de Crimson Bay.
qui font vraiment attention à ne pas faire de conneries quand il y a un adjoint dans les parages. Ils semblent avoir peur du shérif et de ses hommes. Le comportement de Jeff Liston, le patron du Red Bear, le bouge où Danny aime aller se détendre, a également changé depuis sa promotion. Sans être à proprement parler hostile, l'ex-trappeur semble très méfiant. Un matin, Shane Atherton passe au Washington pour convoquer Danny et Rafi. Ils ont du boulot, qu'ils le suivent. Il n'a pas invité les autres, mais dans la semaine passée, qu'il soit venu également, n'a jamais posé de problème au shérif Russell Grant. Atherton les conduit dans Chinatown, plus précisément dans une petite ruelle derrière le White Tiger. Il y a foule, des Chinois curieux, mais Glenn Cabot les écarte. Au milieu du cercle des voyeurs, Russell Grant est debout sous la pluie, un cadavre à ses pieds, couché sur le ventre, la tête noyée dans une flaque de boue. On disperse la foule, Cabot et Atherton imposant un cordon de sécurité. Les PJE peuvent rejoindre Grant, qui retourne le cadavre. Il a le visage extrêmement tuméfié, au point d'être impossible à identifier. Mais c'est un blanc. Le shérif sans un mot désigne du doigt les éléments à noter. La chemise est de qualité, le pantalon neuf. Les bottes par contre sont un peu usées. Pas d'impact de balle, il a été tabassé à mort, littéralement, mais il n'a pas été frappé qu'au visage. En écartant un pan de gilet, Drent montre un bout de côte qui dépasse. Il ne peut être sûr de rien avant l'autopsie, on confiera au plus tôt le cadavre au Dr. Lightgo, mais le shérif en déduit une hémorragie interne, et peut-être aussi un poumon perforé. Pile poil le genre d'emmerde dont Drent ne veut surtout pas à la veille du tournoi de poker. Il a beaucoup de travail par ailleurs, mais les PJ se sont bien démerdés avec les Saddington, et ils en fait vite surtout. C'est pourquoi il leur confie cette enquête qu'il faut régler au plus tôt, et avec la plus grande discrétion, c'est impératif. Et ça ne va pas être facile, c'est Chinatown. Généralement, le bureau du shérif n'intervient pas ici. Les Chinois gèrent leurs affaires à leur manière, et ça n'est pas un problème. Mais là, les circonstances sont particulières. Peu des habitants du quartier parlent anglais, mais c'est le cas de Mr. Shu, le patron du White Tiger, qui doit être furieux. C'est d'ailleurs un de ses employés, Shan, Chang, un truc comme ça, qui a trouvé le corps. Danny suppose que la victime a pu faire un saut au bordel avant de rendre son dernier souffle, et qu'il leur faudra se renseigner à ce propos, la première étape de leur enquête. À suivre.